Bonsoir à tous, bienvenue. On m'a demandé de vous accueillir au nom de l'église ménonite. Bonjour les présidents d'associations, bonjour monsieur l'ancien maire, bonjour à tous, bonjour aux voisins. Il y a 45 ans, j'étais un peu considéré comme l'écolo de mon quartier. Et puis, il y a eu cet accident de montagne. Et je me rappelle ce copain qui est venu me voir pour me dire « Ha 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 !» un écolo frappé par un arbre. Bien, bonsoir et merci d'être venu pour cette soirée, pour ce sujet qui est assez controversé parfois, qui invite parfois à la dispute. Et moi, je voudrais qu'à la fin, vous compreniez que la solution est plutôt dans la réconciliation que dans la dispute. C'est un sujet assez complexe et vous allez voir un peu le programme que nous allons ce soir. On commence par les défis techniques pour la société qui ne devrait plus avoir de pétrole. Et là-dedans, on va voir les coûts et les limites financières de la transition énergétique. Après, on va voir le risque du réchauffement climatique et une éthique de responsabilité qui va avec. Et les limites à la croissance verte. C'est relativement technique. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'interrompre pour dire là, j'ai pas compris. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin. Après, on va voir les solutions techniques pour bien vivre dans la société sans pétrole ou sans énergie fossile. Et on va voir les paramètres d'action individuels et collectifs. On va voir les écoquartiers 2000 watts, qui sont un modèle pour la société post-pétrole. Et on va aussi voir les limites et les avantages de la mobilité électrique. Et à la fin, on va se poser la question, pour mettre toutes ces solutions techniques en pratique, est-ce qu'une philosophie purement matérialiste peut réduire un comportement purement matérialiste? Donc on verra les conséquences sociales de la philosophie matérialiste et comment bien vivre et appliquer les solutions techniques. Voilà le programme pour ce soir. Ici, ça c'est l'évolution de la consommation de l'ensemble des énergies fossiles, donc le gaz naturel, le pétrole, le charbon. Là c'est 1850, 2021, et là vous voyez, il y a quelques endroits où ça baissait un petit peu. Pas beaucoup, mais a baissé. Vous voyez où c'était? À quel moment? Là, c'était la crise pétrolière. Ça, c'était le Covid. Et là, tout le monde se souvient de la crise financière. Mais le vrai problème, ce que la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est que le prix de pétrole était à 148 $. Pour comprendre, aujourd'hui, il est à peu près à 80. Et on trouve qu'il est haut. Là, il était à 148. Et ça faisait quoi? Parce que si l'énergie devient chère, tout ce qui a besoin d'énergie, c'est-à-dire toutes les machines, ils produisent plus cher. Donc il y a une inflation. Après, là, quand le prix était remonté, il y avait une forte inflation et la Banque centrale américaine a vite élevé le taux d'intérêt parce que c'est à peu près la seule chose qu'elle sait faire quand il y a inflation. Et quand les intérêts sont montés trop vite, il y avait trop de gens qui après ne pouvaient plus rembourser leur emprunt pour les maisons, par exemple, et ça faisait la crise financière. Mais le vrai problème au début, c'était un prix de baril à 148 $. Et ça, je n'entends pas des économistes parler, parce que les économistes, quand ils parlent, pour eux, l'énergie, ce n'est pas un paramètre. J'ai regardé des équations d'économistes pour expliquer le fonctionnement de l'économie. L'énergie ne figure pas dans ces équations. Il y a des prix, mais il n'y a pas l'énergie en soi. Voilà. Donc, ça aussi, on peut voir, convertir les barils de pétrole plus le gaz et le charbon en électricité, en énergie primaire, ça fait 135 000 térawattheures. Une térawattheure, c'est 1 milliard de kilowattheures. Donc vos factures d'électricité, c'est des kilowattheures, et un térawatt, c'est 1 milliard de kilowattheures, et ça, c'est 135 000 térawattheures. Tous les ans sont produits par les énergies fossiles. Et il faut savoir aussi que cette énergie fossile est responsable pour au moins 80% de la richesse que nous avons. Parce que si nous sommes devenus plus riches, ce n'est pas parce que nous sommes devenus plus forts, plus musclés, c'est parce qu'on a beaucoup plus de machines qui travaillent pour nous.
tout plein de machines. Et alors, pourquoi est-ce que ces énergies fossiles, la consommation augmente toujours? Ça fait 30 conférences, ou bientôt 30, non, 27 conférences sur le climat depuis 30 ans. Vous ne voyez pas le moindre influence. Là, la première conférence sur le climat, c'était là. Après, ça montait encore beaucoup plus raide. Hein. Les conférences sur le climat, ça ne semble pas trop marcher. Il y a donc un vrai problème. Alors, pourquoi ça augmente toujours sans cesse? Il faut comprendre que l'énergie, c'est à la fois la richesse et le pouvoir. La prochaine fois que vous séchez vos cheveux, pensez à ces cheveux, ça fait 1200 watts. C'est l'énergie que 2 sprinteurs de vélo autour de France, quand ils sprintent, développent un maximum de puissance, c'est ça. Vous appuyez sur le bouton de votre sèche-cheveux, il y a 2 sprinteurs. Et si vous séchez les cheveux très longtemps, les sprinteurs vont fatiguer avant que les cheveux soient secs. Si vous avez une voiture de 130 chevaux, si on prend cette conversion qui a été faite au XVIIIe siècle pour transformer les watts en chevaux, vous avez 95 000 watts de force si vous appuyez sur l'accélérateur d'une voiture comme ça, et c'est comme si vous commandez 130 chevaux. Vraiment. Vraiment. Donc c'est un pouvoir. Si on regarde ça, un haut fourneau, comme celui-là, il produit 1,6 million de tonnes d'acier par an. Et il a besoin de 0,6 million de tonnes de charbon. Et si on voulait faire cet acier, non pas avec du charbon, mais avec de l'hydrogène, c'est une technique qui existe, ça marche. Il y a déjà des hauts fourneaux en Suède qui fonctionnent à l'hydrogène. On appelle ça des hauts fourneaux à réduction. Et après, on va avec ça dans un four à arc. Vous pouvez produire l'acier sans charbon. Mais pour faire l'hydrogène avec une électrolyse, il vous faudrait pratiquement un EPR pour produire l'hydrogène. Pas tout à fait. Pour 4 hauts fourneaux, il vous faudrait 3 EPR. Et donc, j'ai dit, l'énergie, c'est le pouvoir. Si vous voulez voir en Ukraine, il y a 1,2 million d'obus qui sont tirés en une année. Pour fabriquer ces obus, avec tout l'acier et tous les explosifs, il vous faut l'énergie d'un EPR. Vous voyez, l'énergie, c'est le pouvoir et c'est la richesse. Donc, alors ce qu'on a fait, on a essayé de voir ces 135 000 TWh d'énergie fossile, charbon, gaz et pétrole. On a pris tous les processus industriels et on a regardé si on devait faire la même chose avec l'électricité, comme je vous ai dit, avec le haut fourneau, avec l'hydrogène, et tous les autres processus aussi, si on le convertit en électrique, combien d'électricité il nous faudrait pour le remplacer entièrement? Et là, on arrive à 100 000 TWh. Nous avons mis ces calculs dans un tableau Excel sur notre site Internet, il y a 3 ans à peu près, et presque une année après nous, sur le bureau d'études de la télévision d'affaires de Bloomberg, ils ont sorti le même chiffre, à 1% près. Donc, ça montre que nos calculs n'étaient pas si faux. Et donc, après la chose qu'on a fait, on regarde, bon, pour produire 100 000 TWh d'électricité, avec des moyens de stockage aussi, une augmentation évidemment des lignes de transport, des transformateurs et tout ce qu'il faut. Et j'ai pris le scénario du National Renewable Energy Laboratory du gouvernement américain. C'est un organisme du gouvernement américain qui tous les ans sort un immense tableau Excel pour dire comment ils estiment que le coût des énergies renouvelables et du nucléaire vont évoluer jusqu'en 2050. Donc j'ai pris cette évolution des coûts, le scénario optimiste, et je suis arrivé pour le monde à 264 000 milliards. Pour l'Union européenne, c'est ça. Et le marché obligataire mondial en 2020, c'était 100 000 milliards. Alors, le marché obligataire, ça ressemble à la somme de toutes les dettes de tous les gouvernements du monde, plus toutes les obligations des entreprises, quand ils ont financé quelque chose dans les entreprises par obligation et non pas par action, ça fait à peu près le marché obligataire. Donc, l'ensemble des dettes des gouvernements, plus les obligations des entreprises, ça fait 100 000 milliards. Et vous voyez le montant là. Rien que pour remplacer les énergies fossiles. Donc, on est arrivé à la conclusion que ça ne marchera pas. C'est pas possible. On n'a pas les moyens, tout simplement, pour produire autant d'éoliennes, autant de panneaux solaires, autant de EPR et tout le reste. C'est pas possible.
Alors, très important de faire des économies d'énergie. Alors la question qu'on s'est posée, mais qu'est-ce qui est possible? Alors on a regardé, on était à 3 ingénieurs à travailler là-dessus, on a regardé quels sont les investissements dans l'Union européenne actuellement pour tout le secteur de l'énergie, électricité, pétrole, gaz, tout. Et on a multiplié ça par 3 et on pense alors qu'on pourrait investir entre 15 000 et 20 000 milliards, ça c'est faisable. Donc à peu près un tiers. Donc un tiers des énergies fossiles, à mon avis, si on fait un peu un effort, c'est faisable pour remplacer. Mais il faudrait alors diviser la consommation d'énergie par 2,5 ou 3 suivant les pays. Mais si on a tellement beaucoup moins d'énergie, on aura beaucoup moins de machines qui travaillent. Donc si on a moins de machines, on produit moins de richesses. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Et on ne va pas demander à un pays du Sahel où ils sont déjà à la limite avant de mourir de faim, ce n'est pas eux qui vont diminuer leur consommation par 3. C'est plus qu'on est riche, plus on devrait faire l'effort. Donc, une croissance du volume n'est tout simplement pas possible. Par contre, une croissance de la qualité, ça c'est possible. Admettons, on fait des voitures qui tiennent 50 ans, au moins l'énergie qu'il fallait pour fabriquer la voiture, vous l'avez divisée par 3. Après, il faut toujours l'énergie pour rouler en voiture, ça c'est autre chose. Mais au moins pour fabriquer la voiture, vous l'avez divisée par 3. Donc, oui, il faut faire une croissance de la qualité, et ça c'est possible, c'est pas un problème, comme nous allons encore voir. Et c'est comme ça avec tous les objets. Donc moi je garde tous mes objets aussi longtemps que je peux. Ce PC-là, par exemple, je crois, il doit avoir bientôt 10 ans. Et à la maison, je l'ai acquis à 15 ans. Et c'est avec celui-là que je fais les montages vidéo, il marche impeccable. Alors, ça c'est la théorie. Pour comment aller, là, on voit un petit peu où nous sommes. The Economist et l'Agence internationale de l'énergie ont une fois publié une évolution, comment ils prévoient l'évolution de la consommation des énergies fossiles. Donc, les énergies fossiles, ça veut dire combien de CO2 est-ce qu'on va émettre dans l'atmosphère en 2021. Et si on veut respecter les accords de Paris pour arriver à 1,5 degré de réchauffement climatique, il faudrait qu'on baisse comme ça. Là, c'est les milliards de tonnes de gaz qu'on émet dans l'atmosphère. Le gaz, c'est pas lourd. Hein. Une tonne de gaz, ça fait beaucoup. Mais là, c'est des milliards de tonnes qu'on met. Donc, il faudrait que ce soit comme ça si on voudrait limiter à 1,5 degré. Si on descend comme ça, c'est-à-dire si tous les États respectaient les engagements qu'ils ont pris à Paris, s'ils les respectaient, on sera là. Donc, ce sera quelque part entre 2 et 2,5. Mais actuellement, puisque pas grand monde respecte les engagements, nous sommes sur cette voie. Donc, ils prévoient jusqu'en 2030, ça va légèrement monter, et après, ça va commencer à baisser. Et là, on va être à 3 degrés, voire plus. Donc, le problème, c'est aussi que ce gaz à effet de serre, le CO2, c'est comme tous les oxydes, c'est vraiment des molécules très stables. L'oxyde de fer, c'est dans notre sol depuis des milliards d'années, ou des millions d'années. C'est très stable. L'eau, qu'est-ce que c'est l'eau? C'est l'oxyde d'hydrogène, H2O. Et l'eau, c'est quand même une molécule très stable. Mais l'oxyde de carbone, c'est une molécule très stable. Et au bout de 100 ans, il y a toujours 45% dans l'atmosphère. Donc tout ce que j'émets aujourd'hui avec ma voiture en venant ici, dans 100 ans, il y aura toujours encore 45% de ça. Il y a une grande partie qui va aller dans la mer pour rendre la mer plus acide, une partie qui va aller dans la végétation, mais même au bout de 1000 ans, j'ai encore 22%. Donc c'est vraiment un processus qui est très lent. Et là, c'est un vrai problème. Nicolas Stern, c'est un économiste, je crois qu'il était vice-président de la Banque mondiale avant d'avoir travaillé pour le gouvernement. Et il a déjà, en 2006, fait un rapport très intéressant pour dire comment il faudrait lutter
contre le réchauffement climatique pour baisser les énergies fossiles. Et l'année dernière, il a une fois fait une analyse et il a vu sur les publications académiques en économie, seulement 0,07% traitent du réchauffement climatique et des conséquences. Je vais vous montrer quelques conséquences bien réelles, mais 0,07, c'est pour les économistes. C'est pas seulement l'énergie qui n'existe pas, même le réchauffement climatique, on dirait, il n'existe pas. Alors, comment ça fonctionne? Je peux vous dire peut-être, le tout premier qui a regardé qu'est-ce que c'est le gaz à effet, le CO2, pour essayer d'estimer qu'est-ce qui va se passer, c'était en 1906. Je vais vous expliquer après. En 1906, on savait déjà à peu près ce qui va se passer. Alors, comment ça marche? Le soleil, là, il émet la lumière. Et dans la lumière, vous avez des ondes longues, des ondes courtes. L'infrarouge, c'est une onde plus longue. Le ultraviolet, c'est une longue courte. Vous avez tout un spectre de lumière, de longueurs d'onde. Et tout ça, ça traverse la Terre. La Terre, avec le soleil, se réchauffe. Et la chaleur, c'est aussi une onde infrarouge, mais de très grande longueur d'onde. Et toutes les molécules avec 3 atomes ou plus, comme l'eau, le gaz carbone, le méthane ou l'oxyde d'azote, voilà. Tout ça, c'est des molécules, il y a au moins 3 atomes, et tous ces molécules-là, ils ont un truc que si le rayonnement de très grande longueur d'onde touche ces molécules, c'est absorbé. Les rayonnements d'ondes courtes, ça traverse, hein, mais les très longues ondes, ils sont absorbés. Et donc, si c'est absorbé ici, ces gaz, ils se réchauffent. Tout ce qui absorbe l'énergie se réchauffe. Et donc, quand ça réchauffe, une part, la moitié à peu près, ça va vers le haut et l'autre moitié va vers le bas. Comme tout ce qui rayonne, si vous avez une petite boule qui rayonne dans tous les sens, c'est après la moitié qui va vers le haut, l'autre moitié vers le bas. Ce qui fait que ça, c'est l'effet de serre, pour comprendre. Et heureusement d'ailleurs qu'on a un effet de serre. Et l'effet de serre principal, ça vient de l'eau, hein, les vapeurs d'eau. Parce que si on n'avait pas l'effet de serre, on aura la même température que sur la Lune. -16. Heureusement qu'il y a de l'effet de serre. Parce que nous, maintenant, on a en moyenne sur la Terre, entre l'équateur et les pôles, on est à plus 14. Donc on a 30 degrés grâce à l'effet de serre, dont 75% viennent des vapeurs d'eau, des nuages. D'ailleurs, vous voyez vous-même, hein, quand il y a des nuages la nuit, en hiver, ça refroidit moins vite. C'est exactement cet effet. Et c'est là, maintenant, je suis tombé sur une étude qui montre qu'est-ce que le corps humain peut supporter. Vous savez, chaque cellule du corps humain a un petit moteur de combustion. Parce que chaque cellule brûle des choses avec l'oxygène que le sang lui apporte, et ça fait un petit moteur à combustion. Et tous les moteurs à combustion ont besoin de refroidissement. Certains, ça suffit que vous refroidissez un peu avec de l'air. Par exemple, avec une température comme ça, vos corps qui sont à 37 degrés, avec l'air, ils peuvent se refroidir, et de toute façon, vous ne courez pas, donc vous ne dépensez pas trop d'énergie, ça va. Et si on fait un grand effort, il y a un refroidissement par eau, hein, comme la plupart des moteurs des voitures, ils refroidissent par l'eau. Et nous, on transpire. Mais il y a des conditions où vous ne pouvez plus refroidir votre corps. Quand, avec 34 degrés et 90% d'humidité, là, déjà, avec cette humidité, le refroidissement par transpiration, ça ne marche plus. Ou avec 40 degrés et 50% d'humidité, ou 56 degrés et 20% d'humidité, là, le corps est à la limite. Là, c'est vraiment la limite. Vous supportez quelques temps, mais pas très longtemps, et surtout, vous faites plus d'efforts. Et donc, je suis tombé sur une étude du Lancet. Lancet, c'est un magazine spécialisé pour toutes les études de recherche scientifique dans le domaine de la médecine. Et ceux-là, ils ont regardé avec un réchauffement climatique moyen de 3 degrés. 3 degrés, ça veut dire sur le globe entier. Ça veut dire, mais sur les terres
on aura 4,5 degrés. Parce que la mer, elle peut transpirer en évaporant de l'eau, ça permet un peu de refroidir. Donc sur la mer, on aura 2,5 degrés de réchauffement climatique, et sur les terres, 4,5, avec une moyenne de 3. Et si vous habitez dans une ville, une très grande ville, où les toits ne sont pas végétalisés, où il n'y a pas des arbres dans les rues, ben vous êtes à 7 degrés. Et là, on commence à avoir des vrais problèmes. Et toutes les zones, là, vous voyez la carte, toutes ces zones qui sont jaunes, là, Pakistan, Inde, Arabie Saoudite, l'Irak, Soudan du Nord, Soudan du Sud, un peu l'Australie, tout ça, ça devient, d'après cette étude, un risque extrême de survie. Donc là, ça c'est vraiment un risque. Et ça veut dire quoi? Ben, on aura probablement des millions de morts et 1 milliard de réfugiés climatiques, parce que dans cette zone-là, habitent 1 milliard de personnes. Et si vous ajoutez encore des zones en Amérique centrale, et même dans le rouge, là, le rouge, ils disent déjà c'est un risque élevé. Bon, là vous pouvez encore vivre, mais là vous ne courez plus de marathon. Hein. On ne peut plus faire des grands efforts. Alors, comment il faudrait appeler ça? Vous avez vu qu'actuellement nous sommes sur la voie des 3 degrés. Il faut appeler ça comment? Moi j'appelle ça préparation au génocide. Et honnêtement, j'ai entendu déjà des gens disent, moi j'habite dans un petit bled, un trou perdu. Croyez-moi, avec 3 degrés, votre trou perdu, ça c'est le ciel. Hein. Et ça va devenir l'enfer. Et Marseille, et Bordeaux, et Barcelone, et Madrid, toutes ces villes qu'on glorifie, ça va être vraiment pas agréable. Vous, ici, vous habitez dans le meilleur lieu possible, hein, jusqu'à la fin du siècle. Vous avez fait le meilleur choix. Ah, ne parlez plus jamais que vous habitez dans un trou perdu. Plus jamais. Vous savez ce que les hommes les plus riches du monde font? Ils se créent dans des genres de bourg-bruches en Nouvelle-Zélande, ils se créent des maisons. Des genres de bourg-bruches en Nouvelle-Zélande. Mais vous êtes déjà ici, vous avez déjà la même chose. Donc, ça doit bien être clair pour tout le monde. Vous vous dites peut-être c'est un peu difficile d'aller voir un match de rugby dans le Stade de France maintenant. Mais je peux vous proposer quelque chose. Vous mettez ensemble, achetez un écran, quelqu'un a un PC, peut-être un haut-parleur. Sinon, si vous n'en avez pas, j'en ai encore un vieux que je peux vous offrir. Et vous regardez les matchs de rugby ensemble ici. Et quelqu'un emmène la bière, c'est une très bonne idée parce que dans le Stade de France, c'est interdit. Et en plus, ce que vous faites là, si vous regardez les matchs de rugby ensemble, vous économisez de l'énergie. Parce que si vous regardez vos matchs de rugby, chacun sur sa tablette chez lui en streaming à la maison, ben, tous les serveurs et tout ce qui travaille, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est très bien possible qu'en 2050, les Parisiens auraient envie de venir voir les matchs de rugby ici. Hein. Donc, ne dites plus jamais que vous vivez dans un trou perdu. C'est vraiment, j'étais émerveillé par les paysages. Et ici, c'est vraiment bien. Il y a des choses à faire qu'on va aller voir. Alors, l'assurance a aussi, évidemment, les assurances, ils savent calculer les risques. Eux, ils ont regardé quelque chose. Redfin, c'est une société américaine de courtage immobilier. Après la tempête tropicale au Texas en 2019, ils ont déclaré 220 000 maisons maintenant dans une zone inondable. Avant, ces tempêtes, ils n'y étaient pas. Après, ils y étaient. Qu'est-ce que ça fait? En Californie, tout d'un coup, il y a tout plein d'endroits qui sont devenus à risque d'incendie de forêt. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Le prime de l'assurance monte,
Et les prix des maisons baissent. Qui veut habiter dans les zones inondables? Donc tous ces dommages-là, en Californie, on a déjà au moins 2000 milliards qui sont perdus sur les valeurs des logements comme ça. En France, il y a 10 millions de bâtiments qui sont construits quelque part où les fondations ne sont pas très profondes et il y a de l'argile. Et donc si vous avez des sécheresses graves à répétition, et c'est l'argile qui commence à sécher complètement, ça fait des fissures dans les murs. C'est assez fort pour même casser les fondations. Et j'ai parlé avec un ingénieur des ponts et chaussées, il m'a dit ils ont même ce problème avec les autoroutes ou les routes nationales. Parce que les routes aussi passent sur des lieux où il y a de l'argile. Donc les pertes sont assez importantes si on ne fait rien. Alors, les primes d'assurance, ça augmente vite parce que pour réparer une maison comme ça, qui a des fissures à cause des fondations qui ont cassé à cause de l'argile sec, pour réparer les fondations là, ça coûte 100 000 € en moyenne. Fois 10 millions, vous voyez ce que ça fait? Ça fait des sommes faramineuses. Donc, avec un réchauffement climatique supérieur à 2,5 degrés, les assurances ne peuvent plus se réassurer chez les réassureurs. Ça commence à faire des problèmes. Alors, le réchauffement climatique. Et là, on va voir qu'on a vraiment besoin d'une éthique de autolimitation. Parce qu'on a quand même encore beaucoup de réserves. Pour le gaz naturel, à peu près 55 années. Pour le pétrole, si on inclut les sables bituminés, comme on voit là, les pétroles de schiste et tout, 45 années. Et le charbon, c'est plus que 100 ans. Donc, si on brûle tout ça, là, c'est sûr, on va dépasser les 3 degrés. Donc, il nous faut une limitation, une autolimitation, une éthique d'autolimitation. Pour être inférieur à 2 degrés, il faudrait qu'on laisse 75% de tout ça dans le sol. Sinon, si on sort vraiment tout, parce qu'on suppose qu'il y a encore aussi du pétrole sous l'épaule et tout ça, là, on va passer en moyenne des 4 degrés. Et c'est d'ailleurs un physicien suédois qui a déjà dit si on double le volume de gaz carbonique dans l'atmosphère, on va avoir un réchauffement climatique entre 3 et 4 degrés. Donc, il faut savoir se limiter pour limiter la consommation d'énergie et émettre les gaz à effet de serre. Sinon, on va avoir des catastrophes climatiques. Mais où est-ce qu'on trouve un modèle éthique pour une autolimitation? Vous connaissez un président, un candidat à la présidence, s'il promettait une baisse du pouvoir d'achat à tout le monde, s'il sera élu? Là, on a un vrai problème. Regardez, il joue du golf. Et là, la forêt brûle. Ça, c'est la philosophie individualiste. Le sociologue Christopher Lasch a dit, pour le capitalisme financier, la promotion de la personnalité narcissique est une nécessité absolue. Pourquoi? Justement, le narcissique, qui n'a pas un réseau de bonnes relations, lui, il doit toujours regarder les matchs de rugby sur sa tablette, chez lui, ou sur sa télé de 3 mètres. Et ça fait de la croissance. Si vous avez toujours besoin de la plus grande voiture, je ne sais pas comment il faut appeler ça des chars, ma femme appelle ça des chars. Si vous avez toujours besoin de le plus grand et plus, mais ça c'est très bon, parce que si votre valeur dépend principalement de ce que vous pouvez montrer avec votre voiture, votre maison et tout le reste, mais si c'est comme ça qu'on crée sa valeur, ça c'est la personnalité narcissique et qu'il y a toujours plus, c'est ça le capitalisme financier, et il apprécie bien, parce que ça fait de la croissance. Peter Gray, un psychologue qui a fait une étude en 2014, il a dit 70% des étudiants américains ont des traits plus narcissiques et moins d'empathie qu'il y a 30 ans. Parce que vous allez voir, la solution, c'est une partie de la solution, c'est qu'on fait des choses ensemble. Et l'évolution narcissique, ça marche évidemment dans le sens inverse. Alors, l'autolimitation chrétienne, lorsque les gens se reconnaissent interdépendants
et sont unis, ils ne se laissent plus exploiter. L'aliénation des relations est peut-être l'outil de contrôle le plus efficace, et Jacques rappelle que nos liens humains affaiblissent cet outil. Chaque fois qu'on veut pousser la croissance, c'est bien qu'on affaiblit les relations humaines. Et lui, il dit non, il faut aller dans l'autre sens. Paul, en Galates, en Lévitique ou le Rabbi Hillel, ils ont tous dit « Toute la loi se résume dans ce seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est contre le narcissisme, contre celui qui a toujours besoin de plus pour montrer qu'il est mieux que l'autre. Et c'est une autolimitation, parce qu'à partir du moment où j'aime le prochain, je lui laisse un peu de place. L'individualisme narcissique, il ne voit que de la place pour lui-même. Et l'autre, c'est un rival. J'ai pensé, quand est-ce qu'on a la dernière fois entendu une prédication dans une église sur ce verset-là? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni rien qui soit à ton prochain. C'est tellement contraire à notre culture. Notre culture économique, sans la convoitise des pubs, elle ne marche plus. Et depuis Adam, les humains n'aiment pas se limiter eux-mêmes. Regardez, si vous voulez, l'histoire de Genèse, que pour certains c'est une mythologie, pour d'autres c'est réel, peu importe. En tout cas, les Hébreux, ils avaient bien compris. Là, dans cet immense jardin d'Éden, où il y avait Adam et Ève, il y avait, je ne sais pas, 1000 arbres, peut-être 2000. Tous les bons arbres, avec tous les fruits, et tout ce que vous voulez. Il y a un seul, où il a dit, maintenant, ça, il ne faut pas toucher. Et vous connaissez le résultat. 1 sur 1000, ça n'allait pas. Et c'est ça, je pense, les Hébreux ont assez bien compris la nature humaine. Alors, voilà, on ne fait quand même pas rien. Le gouvernement fait des choses. RTE, donc le réseau de transport d'électricité, a sorti un rapport en 2021 qui est très bien fait. Et là, ils disent, voilà comment, à partir de l'année 2020, on devrait baisser la consommation d'énergie. Ils sont arrivés à peu près à 1100 TWh en France par an. Donc, si vous prenez ces 1100 TWh par an, vous divisez ça par le nombre d'heures qu'il y a dans une année et le nombre de personnes qu'il y a en France, vous arrivez à 2000 watts. C'est-à-dire 2000 watts de consommation d'énergie moyenne permanente, 24 heures sur 24. Donc 2000 watts permanente, ça veut dire en 24 heures, vous avez 2 fois 24 égale 48 kWh. Et ça, c'est ce que l'École Polytechnique, il y a déjà 25, de Zurich, a déjà calculé à 25 ans, ce sera le niveau d'énergie qu'on pourrait vivre entre 8 et 9 milliards d'humains. On pourrait bien vivre avec ça. Et j'étais assez surpris que RTE, sans qu'ils n'ont jamais parlé de ce que l'École Polytechnique de Zurich a dit, ils sont arrivés à 2020 aussi. Il y a un petit hic. Vous voyez, l'énergie grise importée n'est pas là-dedans. Si vous exportez un sac de Hermès pour 20 000 euros et vous importez de l'acier pour le bâtiment, aussi pour 20 000 euros, maintenant le sac d'Hermès, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de travail, mais pas beaucoup d'énergie. Par contre, pour 20 000 euros d'acier, ça fait 20 tonnes d'acier, là, il y a beaucoup d'énergie. Donc, tous les pays bien développés, qu'on appelle développés, mais ils ont un bilan énergétique négatif comme ça, parce qu'ils exportent des choses qui ont beaucoup de valeur, et ils importent des choses qui ont moins de valeur, mais beaucoup d'énergie. Donc, soit on baisse vraiment aussi la consommation d'énergie comme ça, puisque ça, c'est à la limite, si on tient compte des énergies grises importées, on arrive là. Et on devrait baisser comme ça pour arriver à 2000. Sauf que ça, personne ne le dit. Ou alors, il faut investir au Bangladesh pour qu'eux puissent continuer à fabriquer des habits pour nous. Mais ce n'est pas le Bangladesh qui va avoir plus de moyens que la France, l'Allemagne et la Suisse pour
décarboner toutes les énergies. Donc, soit on investit chez eux, si on veut qu'ils continuent à produire bon marché pour nous, soit on baisse comme ça. Alors, pour le réchauffement climatique, hein, j'entends aussi souvent, mais tant que les Chinois font tout ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Sauf que, en tout cas moi, en tant que chrétien, je ne peux pas me dire ça. Parce que je me sens responsable de ce que je fais. Moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui préparent un génocide. Avec 3 degrés de réchauffement climatique. Qu'est-ce que Dieu va me demander? Tu savais tout et tu n'as rien fait. Non, ça, je ne voudrais pas. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. Donc, je fais ma part. Et la justice énergétique, c'est justement 2000 watts par personne en consommation moyenne permanente. Et de toute façon, l'indépendance énergétique, même si on a des réserves sur, admettons, 45 années de pétrole, il faut savoir qu'au plus tard, dans 10-15 ans, la production commence à baisser. Tous les pays exportateurs vers l'Europe, ils vont probablement garder plus de pétrole pour eux-mêmes et nous vendre moins à nous. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce qu'en plus, la plupart de ces réserves se trouvent dans des dictatures. Si on ne veut pas se laisser faire du chantage, que les dictateurs font des chantages contre nous, autant faire quelque chose. Le ITER, vous savez ce que c'est, là où j'essaie de faire la fusion, pas la fission comme dans les EPR, mais la fusion, donc 2 atomes d'hydrogène pour faire un atome de hélium, et ça fait beaucoup d'énergie. J'ai regardé tout le matériel qu'il faut pour faire ça. L'investissement est tellement énorme que vaut mieux mettre des éoliennes, du panneau photovoltaïque, du stockage et de nucléaire et tout ce que vous voulez, mais pas ça. Ça coûtera tellement cher que même si on arrive, ce qui est encore loin d'être sûr, même si on arrive, ça coûtera trop cher. Et produire 100 000 TWh par des types EPR, hein, ces 100 000, c'est pour remplacer toutes les énergies fossiles du monde. Alors j'ai regardé combien de temps les réserves d'uranium vont suffire. C'est un truc purement hypothétique. Hein. Personne n'a cette idée de faire ça, mais purement hypothétique. Pour faire ça, et supposons qu'on exploite même des mines qui contiennent que 0,01% d'uranium, donc ce qui est la moitié des mines les moins riches actuellement, alors pour produire les 100 000 TWh, les réserves d'uranium, ce sera 15 ans. Donc avec ça, on n'a rien gagné non plus. Donc à long terme, il y a seulement des réacteurs à neutrons rapides comme était le Super Phoenix ou le projet expérimental Astrine, c'est-à-dire des réacteurs qui sont refroidis par du sodium liquide. Bon, on peut faire des réacteurs comme ça. Je pense qu'Astrid aurait été un très bon projet parce qu'avec tous les déchets nucléaires que tous nos centrales nucléaires ont fait jusqu'à présent, si on travaillait qu'avec ces déchets, avec ces méthodes comme Astrid ou Super Phoenix, on aura encore rien qu'avec les déchets pour 200 ans. Donc ça, à mon avis, ce sera une bonne solution. Et il y a plusieurs projets comme ça dans l'Union européenne. En France, tout a été bloqué, mais dans l'Union européenne, il y a des projets comme ça. Et aussi, les Russes sont déjà en train de faire fonctionner un truc comme ça. Alors, après, on entend souvent parler aussi de la croissance verte. Verte, je veux bien. Croissance, je crois uniquement à la croissance de la qualité, mais pas du volume. Et pourquoi? L'Agence internationale d'énergie, en octobre l'année dernière, on dit une sonnette d'alarme. Attention, si vous voulez mettre de l'électricité partout, il faut plus de lignes de transmission, besoin de cuivre, et on a plus de moteurs électriques qui ont besoin de cuivre. On a besoin de cuivre partout. Et là, vous voyez, toutes les mines opérationnelles en dessous, ça produit 20 millions de tonnes de cuivre. Et ça, c'est les mines en construction. Et ça, c'est l'évolution de la demande. Donc ça, c'est l'offre, et ça, c'est la demande. Donc, j'ai dit, attention, on a un problème. Et surtout, pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre, ça ne va pas si vite. Ça prend 10, parfois 15 ans jusqu'à ce que tout est opérationnel.
Pour le lithium, l'évolution, ça c'est l'offre et ça c'est la demande. Pour le cobalt, ça c'est l'offre et ça c'est la demande. Donc, ce n'est pas des farfelus trotskistes qui ont dit ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie. On dirait une sonnette d'alarme. Donc, il est impossible de faire cette croissance verte dont tout le monde parle. On peut faire une transformation verte de l'économie, c'est très important, mais ne croyez pas que tout le monde qui a maintenant une petite Clio à l'avenir va rouler avec une grosse Tesla électrique. Ça, sûrement pas. Pas avec les métaux qui nous manquent. Alors, pour purifier tous ces métaux, et pour faire les métaux aussi qu'on a dans les éoliennes, dans les panneaux solaires et partout, pour purifier ces métaux, c'est des processus chimiques très complexes. Parce que ces métaux, vous les trouvez en forme d'oxyde ou autre chose, ou carbonate dans le sol, et après, il faut le sortir. Il n'y en a pas un qui va sous le microscope chercher chaque molécule à part. Il y a des processus chimiques et mécaniques qui sont assez complexes pour les sortir, et pour ça, on a besoin beaucoup de solvants, par exemple d'acide sulfurique. Pour le recyclage des batteries aussi, on les broie, et après, par des processus chimiques, on sort les métaux qui nous intéressent, et là-dedans aussi, on a besoin d'un solvant, donc souvent l'acide sulfurique, pas seulement, mais souvent. Et voilà comment la demande va augmenter là pour la demande de solvants et comment l'offre va baisser. Pourquoi l'offre baisse? Parce qu'actuellement, le soufre, ça sort des raffineries. Hein? Dans le diesel, on n'a plus et dans le mazout, vous n'avez plus à avoir du soufre. Ça a été interdit il y a à peu près 30 ans. Donc on sort le soufre dans les raffineries. Et après, on a 250 millions de tonnes de soufre comme ça qui sont presque gratuits. Parce que c'est un déchet. Et avec ça, on peut faire de l'acide sulfurique. Et donc, pour faire tous ces métaux de la croissance verte, soi-disant, on a besoin de toujours plus de solvants. Et voilà la courbe. Ça, c'est parce qu'on a de moins en moins de raffineries, on va avoir moins de soufre, et ça, c'est la demande pour faire toujours plus de métaux. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour faire ces solvants. Il y a d'autres processus chimiques qui sont connus depuis longtemps, mais ils sont premièrement très énergivores et deuxièmement très polluants. Et si on a interdit la pollution, ça devient très cher parce qu'il faut tout dépolluer. Et donc, le prix de tout ça, ça va augmenter. Donc, en 2040, il manquera à peu près 300 millions de tonnes de ce soufre. Donc, même l'économie circulaire a ses limites. Je vais vous montrer qu'il y a quand même des choses à faire, mais pour l'instant, j'espère que vous ne faites pas une dépression, vous laissez tomber tout. D'autres choses à venir, même l'économie circulaire a ses limites, parce qu'on a besoin de tous ces solvants pour récupérer les métaux des batteries. Ben, je regardais une fois tout ce qui sort des raffineries, hein, parce que si on n'en a plus, il faut savoir comment on le remplace. Dans les raffineries, il y a des produits gluants, liants, qu'on utilise pour faire des enrobés ou du bitume. Dans le réseau France, routier, c'est 1,1 million de kilomètres. Et pour entretenir ce réseau, il nous faut 40 millions de tonnes d'enrobés par an. Et pour ça, on a besoin de 2,5 millions de tonnes de raffinerie, de produits liants des raffineries. Et quand on n'aura plus de raffinerie, on va chercher ça où? Eiffage a réfléchi, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Eiffage a réfléchi comment on pourrait faire. Ils ont dit que si on pouvait remplacer ces produits de raffinerie par le lignine, qui c'est un résidu de l'industrie de papier, ça pourrait marcher. Donc, il faudrait faire des raffineries qui transforment ces résidus du papier, du bois, transformer ça en des chaînes courtes de carbone, et on pourrait produire après 0,5 millions de tonnes de ces huiles qu'on a besoin pour faire les routes. Ils ont déjà fait des essais, ça marche. Hein. Ils ont fait des routes nationales là, sur 1 ou 2 kilomètres avec ce procédé, et ça marche. Sauf que le problème, c'est qu'il faudrait alors rien que pour les routes multiplier la production de papier par 5, et pour l'industrie pétrochimique, on a encore une fois besoin de 8 millions de tonnes pour faire les engrais, les plastiques, les solvants et autre chose. Et pour l'aviation, il faudrait encore 2 millions de tonnes. Et pour les navires, je ne sais pas combien, ça je n'ai pas trouvé. Ben, on va avoir un problème
de chaîne de carbone. Voilà, jusque-là, ça c'est quelques problèmes. Alors, comment on peut bien vivre dans la société post-pétrole? Il y a 4 paramètres d'action. Le premier paramètre d'action, c'est qu'il faut avoir des gains d'efficacité énergétique pour les maisons, pour la mobilité, pour l'alimentation. Et ça, chacun peut faire. À peu près un tiers de tout ce qu'il faut faire, d'après aussi l'Agence internationale de l'énergie, un tiers de ce qu'il faut faire, c'est seulement les individus qui peuvent faire. L'État ne peut pas faire grand-chose. Un tiers de ce qu'il faudrait faire, c'est l'État, les citoyens ensemble qui peuvent faire des choses, et un tiers ne peut être que par l'État. Grosso modo, on peut se comprendre comme ça. Donc, pour un tiers de la solution, c'est dans nos mains. Que l'État fasse quelque chose ou qu'il fasse rien, c'est dans nos mains. Vous pouvez isoler vos maisons pour qu'elles consomment moins de chauffage. Comme ça, vous avez toujours la même maison, toujours la même température dans vos maisons, mais vous consommez moins d'énergie. Donc, on appelle ça augmenter l'efficacité énergétique. Pour la mobilité, admettons, vous mettez des panneaux solaires sur le toit de votre maison, vous avez une petite voiture électrique que vous chargez le jour, quand le soleil brille. Comme ça, on n'a pas besoin de stocker l'énergie de vos panneaux solaires quelque part dans un barrage dans les Alpes. Il faut l'envoyer là-bas et après la nuit revenir ici. Avec l'électricité, ça fait beaucoup de pertes. Mais si vous avez une petite voiture électrique que vous chargez avec vos propres panneaux, vous gagnez en efficacité énergétique par un facteur 3, pratiquement. Pour l'alimentation, vous savez que pour la viande, pour produire la viande, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, du méthane et beaucoup d'énergie. Je suis une fois tombé sur une étude intéressante qui a dit que si vous mangez quelque chose que vous trouvez le goût un peu bizarre, mais quand même pas très mauvais, mais si vous goûtez au moins entre 6 à 10 fois, vous êtes habitué et vous le trouvez plus mauvais. Et c'est ce que j'ai essayé. Quand j'ai une étude que je vais essayer, j'essaye. On peut acheter des sortes de, je ne sais pas, des steaks végétariens qui ne sont pas des steaks, qui n'ont pas le goût des steaks, qui ne prétendent pas avoir le goût des steaks. Et c'est vrai, quand la première fois j'ai goûté ça, moyen. Hein. Après, j'ai pris, au bout de la 10 maintenant, je préfère ça au vrai. Ça a pris 2 ans. Ça, on peut aussi mettre ça dans l'efficacité énergétique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans plein de domaines. Après, il faut faire une utilisation optimale des objets et des infrastructures et des machines. Regardez, dans notre quartier, je pense ici, c'est pas très différent. Tout le monde a la cave, une perceuse, une scie sauteuse, et tout plein d'outils qui servent 20 minutes par an, en tout cas dans mon cas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc qu'on se partage les perceuses et les scies sauteuses et tous ces machins-là? Donc ça, c'est faire une utilisation optimale, partager tout ce dont on n'a pas besoin régulièrement. Et pour ça, il faut créer des relations de confiance dans le voisinage, ou dans l'église, ou dans le club de foot, et faire une éducation à moins d'individualisme narcissique, parce qu'ici, on n'arrivera pas à partager. Je vais venir là, parce que les quartiers expérimentaux dont je vais vous parler tout à l'heure, ils mettent tout ça en pratique. Après, il faut avoir une croissance de la qualité, avec une prolongation de la vie de tous les objets, des machines et des infrastructures, parce que si on ne peut pas entretenir 1,1 million de kilomètres de route, mais si vous roulez en vélo plutôt qu'en char, mais la route, elle tiendra beaucoup plus longtemps. Donc, tout ce qu'on fait, il faut prolonger la durée de vie de tous les objets. Il faut acheter moins, mais de meilleure qualité, se libérer de la vanité des modes et des publicités, créer son identité autrement que par la consommation ostentatoire. Le 4e point, il faut choisir ou subir une baisse du pouvoir d'achat. Par exemple, on pourrait choisir une sobriété matérielle en utilisant un vélo électrique à la place de la voiture. Bon, je dis vélo électrique parce qu'ici, ça monte quand même parfois raide et ça descend raide. Moi, je ne pourrais plus prendre un vélo normal, hein, mais je dis vélo électrique. Donc ça sera alors la sobriété. Mais on pourrait aussi avoir à subir toutes ces baisses
qui se font probablement par une inflation qui ira beaucoup plus vite que l'augmentation des salaires. Et après avoir une violence qui augmente parce que les gens ont toujours envie des choses, ce qu'on appelle les désirs mimétiques, parce que le voisin a ça, moi je veux aussi. Et là, ou alors si l'État veut subventionner ça, le pouvoir d'achat avec la dette, mais c'est l'État qui va faire faillite. Pour l'utilisation optimale, je suis tombé sur un article dans le New York Times qui montre une méthode. Il dit, tout le monde possède le strict minimum et le reste est loué le temps nécessaire. Les logements, les voitures, les appareils électroménagers, les vêtements, les meubles, téléphones, télévision, livres, tout. Donc, ils ont aussi dit qu'il faut faire une utilisation optimale et leur méthode, c'est ça. Tout le monde possède le strict minimum et le reste est partagé et c'est les grands groupes de l'Internet qui gèrent tout ça. Et j'appelle ça une nouvelle forme de féodalisme avec les entreprises de l'Internet comme des nouveaux seigneurs. Ça garantit une haute rentabilité du capital, c'est sûr, mais premièrement, je ne crois pas que ça va résoudre le problème, et deuxièmement, évidemment, on pourrait continuer à avoir un dualisme narcissique comme ça, parce que chacun pourrait toujours louer son truc qu'il a besoin. Et l'autre, les data centers aussi seront de plus en plus énergivores. Ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer, sauf si ça intéresse quelqu'un en particulier. La solution deuxième, c'est les citoyens eux-mêmes optimisent l'utilisation, comme dans les quartiers demi-watt. Donc, il faut réapprendre à vivre ensemble et partager certains objets. Et ça, évidemment, l'individualisme narcissique devient alors plus rare. Et la rentabilité du capital devient plus faible, comme dans les coopératives. Je ne sais pas si je dois dire quelque chose sur la rentabilité du capital, parce que actuellement, les entreprises qui veulent une rentabilité de 15%, mais ça c'est possible seulement tant que l'énergie est vraiment bon marché et disponible en quantité. Et l'ancien PDG de Danone, qui a voulu transformer Danone dans une entreprise un peu plus durable, où la rentabilité du capital de Danone a baissé à 10%, ce qui n'est quand même pas rien, mais il était viré parce que Nestlé faisait 15%. Même chose pour Unilever. Là, je pourrais vous faire une conférence rien que là-dessus. Alors, la mobilité électrique. D'abord, il y a des limites. Actuellement, on a regardé la production d'une batterie en fonction du pays. Si c'est fabriqué en Suède, la production d'une batterie de 1 kWh de stockage, ça émet 61 kg de CO2, et si c'est fabriqué en Chine, c'est 146. Une batterie d'un Tesla ou d'une BMW, les plus grandes, c'est 100 kWh. Donc, avec les émissions moyennes d'un moteur à essence, c'est 100 grammes par kilomètre. Donc, en Union européenne, en moyenne, il faudrait qu'une Tesla S fasse plus de 100 000 km avant qu'elle émette moins de CO2 qu'une voiture à essence. Parce que pour fabriquer l'électricité en Allemagne, ils font ça encore avec du charbon. Donc, si vous chargez une voiture, il faudra compter aussi le CO2 émis par la production d'électricité. En France, c'est mieux. En France, c'est mieux. Là. Mais le problème, c'est que la batterie est à 70% encore fabriquée en Chine. Et si cette voiture roule en Allemagne, il faut faire plus que 400 000 km avant qu'elle ait émis moins. Alors qu'on arrête de nous faire des pubs, voiture zéro émission. C'est quand même un mensonge incroyable. Par contre, et là, c'est bien la bonne chose, il y a des batteries maintenant qui tiennent 6000 cycles de charge ou de décharge. 6000 cycles de charge, et il y a des recherches en cours, des études déjà assez bien avancées, où on a l'impression qu'ils arrivent peut-être à 10 000, voire 20 000 cycles de charge-décharge. Alors si on prend les 20 000 cycles, et vous faites 200 km par un cycle de charge, vous arrivez à 4 millions de kilomètres. Ça, j'appelle croissance de la qualité. Alors imaginez-vous, il y a 4 familles qui partagent une voiture comme ça. Cette voiture fait 40 000 km par an, donc ça roule tout le temps, et la voiture va quand même vivre 100 ans. Donc ça, j'appelle la
croissance de la qualité. Je ne pense pas que la voiture tiendra vraiment 100 ans parce que les matériaux vieillissent trop vite, mais seulement pour illustrer de ce que ça pourrait être la croissance de la qualité. En tout cas, les recherches là-dessus sont vraiment intéressantes. Et si vous chargez une petite voiture avec des panneaux solaires, évidemment, vous gagnez en efficacité, comme j'ai déjà dit. Si votre maison a seulement une pente vers l'est et une vers l'ouest, c'est pas grave. Mettez des panneaux quand même. Parce qu'actuellement, on a un problème. Parce que tout le monde met les panneaux vers le sud, moi aussi. Et après, entre 11h et 3h, il y a tellement d'énergie que sur les marchés du spot de l'énergie, il faut encore payer pour le vendre. Par contre, si vous mettez les panneaux vers l'est et vers l'ouest, vous élargissez la durée de production, surtout si vos toits sont relativement raides. Et ici, je regarde toujours sur les toits quand je voyage quelque part. J'ai vu pas mal de toits raides vers l'est et l'ouest. Mettez même des panneaux là-dessus. Comme ça, vous pouvez peut-être en été produire entre 6h du matin et 8h du soir. Et après, si vous chargez vos propres voitures qui peuvent faire 6 000 ou 10 000 cycles de charge, vous pouvez encore donner la voiture à vos arrière-petits-enfants. Donc ça, c'est quand même quelque chose, on peut faire des choses. Hein. Voilà les quartiers de 1000 watts. Un Brésilien, un chercheur, en 1985, a fait une étude combien d'énergie il faut pour bien vivre. Il a remarqué pour le Brésil où on n'a pas besoin de chauffer beaucoup, hein, des maisons, si une personne consomme en moyenne 1000 watts permanentes, et en dessous, vraiment, il ne vit pas bien. S'il peut monter à 1000 watts, il commence à bien vivre, et s'il monte à plus que 1000, ça ne change plus grand-chose sur sa qualité de vie. Et donc, les Suisses ont mis ça en place. Ils ont pensé, mais en Suisse, il faut chauffer quand même. Alors, on va prendre 2000 watts. D'ailleurs, on a vu que RTE est aussi arrivé à peu près au même chiffre. Donc, ils ont des bâtiments qui sont vraiment très bien isolés, comme dans la nouvelle norme en France, hein, RE 2020. Et eux, ils ont besoin de chauffer en moyenne 7 semaines par an. Tellement c'est bien isolé que le reste, ça fait le soleil. Ils ont aussi des entreprises, des écoles et tout plein de services dans le quartier. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher la voiture pour tout. Ils partagent des équipements, des salles de fête, des studios pour visiteurs, des ateliers, des voitures, des vélos électriques. Ils ont un sauna. Ils partagent à peu près tout ce que vous pouvez vous imaginer. Chacun vit dans son appartement. Et ils ont tout plein de pièces comme ça, où ils peuvent partager des choses. Et là, je donne un témoignage à moi. Nous vivons dans une maison qui a 200 mètres carrés. Cette maison était très bien tant que nos 4 enfants étaient à la maison. Mais maintenant qu'ils sont tous partis, ils sont mariés, ont eux-mêmes des enfants, cette maison de 200 mètres carrés, pendant 50 semaines par an, c'est trop grand, et pendant 2 semaines par an, c'est trop petit. Donc, ce n'est pas l'utilisation optimale que je vous prêche. Hein. On est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça. Ici, vous pouvez vivre avec très peu d'argent puisque vous partagez tout. Quand les machines à laver tombent en panne, ben, elles appartiennent à la coopérative. Elles sont de très bonne qualité. Quand vous avez besoin d'une perceuse, il y a un atelier bien équipé. Si vous voulez faire de la couture, il y a un atelier de couture. Vous avez tout, même un sauna. Des vélos électriques, des vélos avec remorque. Tout, si vous devez faire les commissions, un vélo électrique en remorque. Quand je suis arrivé dans le quartier, j'ai vu une maman avec, ils appelaient ça un vélo cargo. Mais il faut s'entendre, c'est ça, il faut s'entendre. Ils ont des groupes de travail pour l'alimentation, les infrastructures et tout plein de choses. Actuellement, ils sont déjà à 50 groupes de travail et de réflexion. Un groupe de travail, ça peut être, il y a un groupe de papis qui veulent faire un train miniature pour le quartier. Donc, vous voyez, ils peuvent faire plein de choses, mais alors c'est ensemble. Et le résultat, c'est à peu près ça. En Suisse, la moyenne de la consommation d'énergie, c'est 7000 watts ou 7 kW. Et dans le quartier, ils sont à peu près à 3,7. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie grise. À peu près, à Zurich, c'est à peu près 1300 watts qui vient rien que pour l'énergie grise de l'étang. Donc, là, ça montre pour leur vie dans le quartier.
s'ils ne font pas les vacances en Nouvelle-Zélande, mais dans la vie du quartier de tous les jours et pour le travail, ils sont à peu près à 2000 watts. Donc on peut regarder leur mode de vie, ça c'est un mode de vie qu'on pourrait considérer comme durable. L'État doit, pour arriver vraiment à 2000, il faut que l'État fasse un peu un effort et évidemment l'industrie aussi, en faisant que tous les objets durent plus longtemps. Ils ont même quelques appartements comme ça, ils appellent ça des logements satellites. Donc, c'est 4 studios où, avec des T1, T2, et au milieu, il y a un grand salon, salle à manger et cuisine, où ils mangent ensemble. Et j'ai visité 2 studios comme ça là, récemment, et les gens ils ont dit c'est formidable. Vous avez une maman seule avec un enfant, il y a toujours quelqu'un pour garder. Vous devez faire quelque chose, ils s'organisent, ils ne font que la cuisine 1 jour sur 4, parce qu'il y a toujours, s'ils sont 4, ils mangent un repas par jour ensemble, donc ce repas en général c'est le repas du soir, et à tour de rôle ils font les repas. Donc, et sinon chacun est dans son studio, ou dans son petit appartement à lui. Et j'ai posé la question, mais comment vous faites là? Si l'un veut manger de la viande et l'autre pas. Elle a dit, il faut quand même que sur certains points, on doit avoir la même vision, à peu près. Sur l'alimentation, on doit avoir à peu près la même vision. Sur la propreté, on doit avoir à peu près la même vision. Et sur l'éducation des enfants. Ça supporte quelques différences, mais quand même, il faut quand même que ça concorde à peu près. Dans ce cas, ça marche. Et sinon, ça ne marche pas. Donc, il y a aussi beaucoup moins de solitude, hein, parce qu'en Suède, 50% des logements sont habités par une seule personne. Donc, pour chaque personne, il vous faut un four, une cuisinière, une machine à laver, peut-être une machine à laver la vaisselle et tout le reste. Et vous voyez, les autres là, ça c'est l'individualisme narcissique, mais ça, c'est pas durable. J'ai visité une coopérative d'habitants à Toulouse, ils ont fait tout comme les gens de Zurich. Ils n'ont jamais entendu parler de la société 2020, rien de tout ça. Mais ils ont seulement dit, on cherche un mode de vie pour bien vivre avec moi. Et c'est une dame qui m'a guidé là, qui est profession libérale, et qui parfois, je pense, elle est en dessous du seuil de pauvreté, mais elle vit très bien. Et là, au-dessus, un peu derrière, j'ai visité, il y a une pergola avec une vigne au-dessus et un barbecue à côté. Et il y a une pièce où elle peut sortir des rechauds de fondue et de raclette parce qu'ils mettent ça en commun. Alors vous imaginez quelqu'un qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qui invite ses amis à faire une fête avec une vue sur Toulouse, sous une pergola avec des vignes, et un barbecue et tout le reste. Mais les riches Toulousains qui roulent en char, ils ne peuvent pas faire ça. Donc si on met des choses ensemble, on peut très bien vivre avec moi. Et eux, ils l'ont montré. Vous pouvez trouver tous les détails là, sur ce site. Donc, la coopérative, là, ça fonctionne un peu comme une alliance. Là, ça vaudrait la peine d'en parler, parce que souvent les gens ont l'impression, si on fait des choses ensemble, il faut réglementer tout. Et après, à la fin, vous avez un truc avec 50 lois et je ne sais pas combien de paragraphes. Non. Vous imaginez, vous fonctionnez en alliance. Vous trouvez des gens qui ont à peu près la même vision. Et après, vous faites quelques règles générales. Ça devrait marcher. En tout cas, dans tous les quartiers que j'ai visités, ça fonctionne comme ça. L'ancienne alliance, comme on appelle, elle avait 10 lois, 10 articles de loi. Il y avait même une loi pour la retraite. Une. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Aujourd'hui, nous, en France, on a 10 500 lois avec 100 000 articles de loi. 100 000 articles de loi. Ça, c'est une autre forme d'État, ce n'est pas une alliance. Mais pour mettre en pratique, il faudrait voir là comme une alliance. Donc, pour résumer, on peut très bien vivre avec moi, si on partage les équipements, et ça protège en même temps les foyers aux faibles revenus contre les imprévus, et ça fait une décroissance de la quantité avec une croissance de la qualité qui est accessible à tous.
La mixité sociale, donc, on pourrait encore dire un petit mot dans ces quartiers parce qu'ils ont un cahier de charge dans ces quartiers, à Zurich ou ailleurs. Ils veulent avoir une représentativité de la ville dans laquelle ils sont. Et si à Zurich, il y a 40% d'immigrés, dans leur quartier, il y a 40% d'immigrés, à peu près. Et ils sélectionnent un peu les gens pour être vraiment représentatifs de la société. Parce qu'ils disent, nous, on veut être un modèle pour le reste. Et donc, vous voyez, même dans ces conditions-là, ça marche. Donc, le quartier devient le premier niveau de protection sociale parce que si on a 2 fois et demi moins d'énergie, alors tout le monde doit faire des économies, y compris la bureaucratie d'État. Alors, est-ce qu'une philosophie matérialiste peut réduire le style de vie matérialiste? Les conséquences d'une philosophie matérialiste, la fraternité, comme vous avez compris, ce n'est plus une niaiserie dépassée, mais une condition pour bien vivre avec 2 à 3 fois moins d'énergie. Donc, il faut apprendre à vivre dans des quartiers qui partagent objets et infrastructures. Le shopping et la consommation ostentatoire ne peuvent plus être la source première du sentiment que nos vies ont un sens. Mais où trouver un sens? Parce que le hasard, lui, il va dans tous les sens. Michel Foucault ou Jacques Derrida ont déconstruit ces 2 philosophes français qui ont d'ailleurs eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ils ont déconstruit tout ce qui donne du sens et ils n'ont rien construit derrière. Et alors, quand il n'y avait plus rien, c'est la consommation qui a rempli le vide. Et là, les artistes, il faut parfois écouter les artistes, ils ont exprimé le vide. Ça, c'est un tableau d'art que vous trouvez dans un musée au Texas. Ça s'appelle Monochrome blanc. Là, dans un autre musée, il y a 3 monochromes. Et il y a même des bancs que vous pouvez vous asseoir pour les méditer. Ils ont exprimé le vide. Là, très intéressant, John Cage, il a fait une composition qui s'appelle 4 minutes 33 de silence. Là, vous avez l'orchestre philharmonique de Berlin et l'orchestre philharmonique de la BBC a fait la même chose, joué le même morceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez là, pour 4 minutes 33 de musique, mais sur les partitions, il n'y a que des silences. Donc, vous voyez le concert, il y a le chef d'orchestre, il suit les silences qu'il y a sur la partition, après il tourne la page, il suit, il tourne la page, il suit, et à la fin, il met la baguette, et qu'est-ce qu'on voit après? Vous pouvez voir ça sur YouTube. John Cage, BBC, vous pouvez voir. Et un applause. Mais vous direz dans un concert de rock. Et là, j'ai pensé à quelque chose qui cloche. On célèbre le vide, jusqu'à l'extrême comme ça, et après on fait un bruit d'applaudissement d'enfer. On dirait que l'être humain n'est vraiment pas fait pour le vide. Vraiment pas. Alors, Ivan Tourguenieff, il a écrit un roman en 1860, je crois, qui s'appelle Père et Fils. 1860. Et là, il dit, nier, c'est déblayer le terrain de tous les principes sans obligation de rebâtir par la suite. Et c'est ce qu'on a fait aussi, les philosophes au XXe siècle. On a tout déblayé et on n'a rien construit par la suite. Et si vous voulez comprendre la Russie aujourd'hui, on entend souvent dans les médias, ils parlent de la mafia, de Poutine ou des choses comme ça. Non. Le vrai problème, c'est qu'en Russie, c'est le nihilisme qui a pris le pouvoir. Et le nihilisme russe, il fait, dans l'Union soviétique, ça disait, il s'appelait le matérialisme scientifique, qui acceptait rien d'autre que les principes de la physique. Tous les principes moraux ou éthiques n'avaient pas de sens. Ils n'acceptaient que les principes de la physique. Donc, pour dire autrement, les principes les plus forts. Et c'est ça. Si vous voulez comprendre la Russie, on voit ça encore aujourd'hui. En Ukraine, c'est pas la mafia. Pour moi, c'est le nihilisme russe et sa suite. Alors, les conséquences, dans les pubs ou ailleurs, on peut entendre « je suis libre si je fais tout ce dont j'ai envie ». Et donc, une pub que j'ai vue récemment à la télé, là,
Vous êtes vivre la liberté augmentée si vous roulez avec une grosse voiture dans un paysage sauvage. Ça, c'est la liberté. Et les mêmes qui font ces pubs à la télé, le PDG a dit une fois, pour ces publicités, nous avons des minutes de cerveau disponibles à vendre. On n'est pas à une contradiction près. Hein. Je fais ce dont j'ai envie, sauf que les envies, c'est fait par les autres, qui me vident le cerveau et après qui me le remplissent avec des publicités mensongères comme ça. Nos envies sont déterminées par les publicitaires. Vendre l'obéissance aux envies comme liberté est la plus grande tromperie de notre civilisation industrielle et un désastre pour la planète. Mais malheureusement, on est un peu dans ce truc-là. Et d'ailleurs, la croissance économique a besoin de gens malheureux et insatisfaits, sinon ils n'achètent plus rien. Jacques Ellul, professeur de l'Université de Bordeaux, décédé entre-temps, il a écrit « La technique prétend libérer l'homme, mais en réalité, elle s'est érigée en puissance incontestée qui ne supporte pas d'être jugée, échappe à tout contrôle démocratique, épuise les ressources naturelles et forme à l'intérieur de la société un véritable système technicien. Elle menace l'homme dans ce qu'il a de plus précieux et de plus fragile, sa liberté. Elle ne supporte pas d'être jugée. » Quand il y avait la question, le débat sur la téléphonie 5G, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu, on a besoin de ça pour la chirurgie à distance. Vous pouvez avoir le meilleur chirurgien à New York qui pourrait alors faire une opération chirurgicale à Paris, et pour ça, on a besoin de la 5G. Mais quel mensonge! Pour 250 €, vous pouvez acheter un brouilleur de un GSM. Si vous mettez ça en place, eh bien, la machine, au lieu d'opérer, elle va faire n'importe quoi. C'est un mensonge. On a dit qu'on a besoin de la 5G pour les voitures autonomes. Imaginez-vous quelqu'un met un brouilleur un GSM 5G dans un arbre à côté d'un carrefour à Paris, et tous les autres voitures autonomes en ont besoin. Pour imaginer la pagaille. Donc tout ça, c'était faux. Je n'ai pas trouvé un seul argument qui tenait pour la 5G. Mais si vous le critiquez, vous étiez des amiches. Bon, pour moi, c'est un compliment, mais je pense à l'origine, c'était pas considéré comme un compliment. Qu'est-ce qu'est la liberté? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Parce que si on vit dans le mensonge, on ne peut pas vivre en liberté, en tout cas pas ensemble. Où Jacques dit, parlez et agissez en hommes qui doivent être jugeants selon une loi de liberté. Une loi de liberté. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Si vous regardez ce qu'il dit avant et après, si maintenant, moi je dis, ah toi, ta chemise est vraiment affreux. Tu te sens libre après? Pas trop, hein? C'est pourquoi il dit, maîtrisez votre langue. Jacques, tout juste avant. Maîtrisez votre langue. Parce que si vous dites méchanceté, l'autre n'est plus libre. Et nous serons un jour jugés selon la loi de la liberté. Si je me comporte de telle sorte que tous les autres perdent toute la liberté, mais déjà, je ne vais pas pouvoir faire les choses qu'il faudrait pour la société post-pétrole. Hannah Arendt a dit, quand on la considère du point de vue politique, la vérité a un caractère despotique. Elle est donc haïe des tyrans qui craignent à juste titre la concurrence d'une force coercitive qu'ils ne peuvent pas monopoliser. Ben oui, la vérité ne se monopolise pas. Alors vous avez besoin de systèmes de répression assez importants. Les gains d'efficacité énergétique sont annulés par des changements de comportement des humains. Pour avoir le sentiment d'être important, on veut toujours un peu plus. Là, on peut vous dire, David Rockefeller, au début du XXe siècle, était l'homme le plus riche. Et si on convertit sa richesse en dollars constants, il sera encore l'homme le plus riche. Aujourd'hui, avec 320 milliards. Et un journaliste lui une fois posé la question, mais pourquoi vous travaillez comme ça? Et pour vous écraser tous les petits, pour devenir toujours plus riche, finalement, il vous faut combien de richesses pour être heureux? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Toujours un peu plus. Vous êtes à 320 milliards, et toujours un peu plus. Alors là, on a vraiment un problème avec l'être humain que Jacques Ellul a très bien décrit. Que l'homme ait un corps et soit par là limité dans l'espace, conditionné à certaines fonctions, par exemple obligé de manger,
Cela est de la finitude. Que l'homme soit placé dans une nature pour y travailler, ça relève aussi de sa condition d'être créé. Mais que le corps devienne passion et la nourriture souci dévorant, et que l'appétit des biens matériels soit insatiable, et que l'homme appelle cela le bonheur, alors il a possession de l'homme par son corps et par ce qui peut le satisfaire. Et ce qui était une simple marque de la finitude légitime de la créature devient esclavage résultant de la séparation d'avec Dieu. Je pense que c'est très bien dit, on n'a pas besoin de dire autre chose. Donc, dans la société, la philosophie matérialiste, le prestige de l'être humain dépend de sa consommation. Mais la société de 2020, ou si on veut partager comme eux, il faudrait partager et donner plus d'importance aux relations humaines et à la créativité. Mais avec quelle motivation peut-on donner priorité aux relations humaines et à la créativité plutôt à la consommation? Qu'est-ce qu'il faut comme motivation? Je peux vous montrer ce qu'il ne faut pas comme motivation. Yuval Harari a écrit dans Homo Deus. Homo Deus veut dire l'homme-dieu. Les êtres humains cesseront de se voir comme des êtres autonomes qui mènent leur vie à leur guise pour s'habituer à se voir comme un assemblage de mécanismes biochimiques constamment surveillés et guidés par un réseau d'algorithmes électroniques. C'est comme ça qu'il, lui, envisage l'avenir. Là, c'est l'homme, la liberté, la créativité, les bonnes relations et tout ça. Si vous êtes un automate programmé par d'autres, la motivation n'y est plus. Et là, Picasso, encore une fois, les artistes sont quand même pas mal, il a fait des portraits de ses épouses. La première épouse, il l'a dessinée comme ça tout au début. Un beau tableau. Une danseuse russe. Après, il a dessiné un peu plus tard comme ça. Oui. Donc un peu après, là, il a dessiné ça, je crois que c'était sa deuxième femme comme ça. Et la troisième, la dernière femme, ce tableau, il l'appelait J'aime Eva. Hein, non. Non, mais vous rigolez, moi ça m'a fait pleurer. Si on voit l'être humain comme ça, s'il dit J'aime Eva et fait un tableau comme ça, c'est qu'il voit, là, il a exprimé ce qu'Hariri écrit dans son livre. Et c'est pas comme ça qu'on va trouver la bonne motivation pour mieux travailler ensemble et regarder les matchs de rugby ici ensemble. Hein. En tout cas, le free jazz, comment il s'appelle? Celui qui a fait la composition de Lonely Woman, maintenant le nom m'échappe, lui, il s'est posé une question philosophique. Et c'était généralement considéré comme le fondateur du free jazz. Ils ont voulu voir si on peut avoir de la forme, du fond sans forme. Et donc, ils se sont mis ensemble pour dire on ne sait encore pas quel rythme on va jouer, on ne sait pas en quelle tonalité on va jouer, ni rien. On va voir si on se trouve. Donc, il a fait une expérience philosophique pour voir si on peut trouver un fond sans forme, sans une forme imposée. Comme dans le jazz, en général, ils imposent une série d'accords et un rythme et des choses comme ça, sur 16 mesures. Et lui, il dit, en fait, définit rien et on va voir si on se trouve avec les musiciens. Et c'est comme ça qu'il a essayé de... C'est une expérience philosophique, c'est pas une déconstruction. C'est dommage que le nom ne me vient pas. C'était après John Coltrane. Non. Bon, peu importe. En tout cas, il a essayé vraiment de trouver une réponse philosophique. Pour moi, je dirais même que les musiciens de jazz étaient les derniers philosophes que l'Occident a produits. Qui ont vraiment essayé de voir si on peut trouver un fond, un sens et tout ça à la vie. Non, mais je parlais de Foucault et Derrida. Non, le Picasso, lui, à mon avis, il a interprété dans ses tableaux sa proximité qu'il a avec Nietzsche, qui lui-même avait une vision tellement matérialiste de l'être humain, qu'il a transformé l'être humain en une machine, quoi. C'est comme ça que je interprète ça. Bon, on rediscutera après. Voilà, Hariri, ce qu'il a écrit aussi. Selon la science de la biologie, les gens n'ont pas été créés, ils ont évolué. Et ils n'ont certainement pas évolué pour être égaux. L'idée d'égalité est inextricablement liée à l'idée de création.
les Américains ont eu l'idée de l'égalité du christianisme qui soutient que chaque personne a une âme divinement créée et que toutes les âmes sont égales devant Dieu. Cependant, si nous ne croyons pas au mythe chrétien sur Dieu, la création des âmes, qu'est-ce que cela signifie que tous les hommes soient égaux? L'évolution est basée sur la différence, pas sur l'égalité. Mais avec cette vision-là, on ne va pas pouvoir très bien travailler ensemble si on pense vraiment que certains ont le droit d'émettre 30 tonnes et d'autres doivent émettre beaucoup moins. Si l'être humain, c'est-à-dire justifie les différences de revenus et les différences de droit d'émettre du carbone, c'est là on trouvera une justification de la philosophie matérialiste. Donc cette vision n'est pas compatible avec les besoins de la diversité des dons recherchés par les habitants d'un quartier, parce que tous les dons sont nécessaires. Je peux vous raconter une anecdote. Dans 2 quartiers que j'ai visités, ils avaient une dispute parce que les buanderies communes n'étaient pour certains pas assez propres. Ce qui n'est pas étonnant si vous avez 40% d'immigrés et quelques Suisses un peu pinailleurs, ça pose problème. Et celui qui a trouvé la solution, c'était ni les avocats ni les ingénieurs, c'était les femmes de ménage. Les femmes de ménage ont dit, ok, régulièrement, nous, on va nettoyer. La coopérative leur a payé quelque chose pour ça, et la paix est revenue dans le quartier. Vous voyez, les femmes de ménage, tous les métiers sont nécessaires. Si vous voulez vivre la société 2020, on a besoin de tout le monde. Et tout le monde doit être motivé pour faire ce qu'il peut faire de mieux. Tous les dons sont nécessaires. Parce que cette idéologie-là, elle se mène vers le nouveau féodalisme dont je vous ai parlé, dont quelques multinationales de l'Internet seront les seigneurs. La vision hébraïque, c'est Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et le président de la République n'est pas davantage créé à l'image de Dieu qu'un chômeur de longue durée. Je crois que c'est important si on veut maintenir nos services publics et les hôpitaux qui fonctionnent pour tout le monde. Où Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'est une autre base pour que tout le monde, y compris femmes de ménage, ingénieurs et tout le monde, se sente égal. Et encore une fois, Jacques, il dit, mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume? Et vous avez déshonoré le pauvre. C'est tellement habituel que les gens favorisent les riches par rapport aux pauvres que même déjà à l'époque dans l'Église, Jacques était obligé de dire quelque chose. Donc, en conclusion, pour l'économie, il faut consommer moins pour pouvoir investir plus. Et les coopératives d'énergie aussi, on peut investir dans les coopératives d'énergie, d'agriculture ou d'habitation. Si on ne veut pas y habiter, on peut même investir dans des choses comme ça. Pour la société, tout ce qu'on fait ensemble, qu'on partage les infrastructures ou regarde des films, consomme moins d'énergie de ce qu'on fait seul. Et individuel, il faut apprendre à vivre ensemble et travailler en équipe, même avec des gens qui sont différents de nous. Faites pour les autres, là, on peut résumer, on n'a pas besoin de 100 000 articles de loi pour faire une alliance locale, pour faire ce genre de choses. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Où tu aimeras ton Dieu, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de ton pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà 2 principes, je pense, qui pourront permettre de fonctionner dans une forme d'alliance, dans un quartier ou un village, pour mettre en pratique ces principes qui permettent de bien vivre. Et donc nous aussi, on a l'intention sur ce terrain-là, où nous avons un terrain comme ça, de créer une coopérative d'habitants. On a déjà l'accord de la mairie et de la communauté de communes pour essayer de mettre tout ça en pratique, et encore beaucoup plus que dont je ne vous ai pas parlé ce soir. Merci beaucoup. Donc, le musicien s'appelle Ornette Coleman. Oui, merci. Bon, une remarque générale par rapport à votre conférence qui est un parler vrai, c'est évident sur une situation, sur des défis qui nous attendent. On est entièrement d'accord là-dessus, et les textes que vous avez cités, on ne peut que y souscrire. Maintenant,
vous avez dit à un moment, moi je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire, mais par contre ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus difficile. Et les quelques exemples que vous avez pris concrètement, parce que la vie c'est quand même aussi le concret, et c'est surtout le concret pour les années qui nous attendent et pour les défis qui nous attendent, et quelques exemples que vous prenez sont très urbains. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe depuis des années, parce que bon, c'est vrai que j'ai été élu pendant un certain temps, à des niveaux relativement importants dans certaines structures, et je me suis toujours battu pour un habitat, pour le développement durable, etc. Ça a été ma ligne de conduite pendant les 25 années d'élu que j'étais. Et je crois que concrètement, en fait, c'est ça. Comment, parce que ce que vous dites là est tout à fait vrai, mais c'est une vraie révolution qui nous attend. Il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu pour que cette révolution se fasse. Et cette révolution ne peut se faire qu'en s'attaquant à un système qui est omniprésent, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau des grandes sociétés, que ce soit au niveau des médias, qui nous assomment du matin au soir une société de consommation, une société capitaliste. Mais comment est-ce qu'on le fait? Mais c'est en se bougeant nous-mêmes, et moi je dis toujours, on a les élus qu'on mérite. Le jour où les gens comprendront ça, peut-être qu'il y aura quelques progrès, mais le temps nous avons que très peu de temps. On est en train d'aller dans le mur. Moi, je suis personnellement très pessimiste. Le tableau que vous avez posé est totalement pessimiste parce qu'on voit très bien que même en ayant des options vers une croissance verte, dont on peut parler beaucoup de choses, mais même cette croissance verte, elle est totalement inhérente à la société capitaliste actuelle. Et ça, c'est quand même un problème fondamental. Et c'est un peu l'interpellation que j'ai, votre conférence. Je suis souscrit totalement, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis on est quelques élus ici, ça fait des années qu'on se bat, et on voit pas grand-chose qui bouge. Oui, comme j'ai dit, je parle surtout pour les 30% de ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et après, il y a 30% qu'on peut faire avec le gouvernement, si le gouvernement aide un peu, et les 30% que c'est seulement dans le système qu'on peut changer. Quel défi, oui. Mais il faut quand même savoir que dans la démocratie, le mouvement va du bas vers le haut. Parce que si tout le monde était d'accord à voter pour un président qui promet la sobriété, il sera élu. On parle beaucoup de démocratie participative. Moi, écoutez, honnêtement, ça me fait rigoler. Parce que la démocratie participative, elle a toutes ses limites dans la pratique quotidienne. Moi, je peux vous le dire, encore une fois, on l'a pratiqué et on sait un peu ce que c'est. Donc, quelque part, il faut quand même, il faut les idées, il faut des lanceurs d'alerte, et puis il faut avoir un pouvoir, merci madame, un pouvoir énorme de pédagogie et de conviction et du parler vrai. Parce que la plupart du temps, quand on entend des discours, c'est des gens qui parlent de choses dont ils ne croient pas un seul mot. Ils nous mentent à longueur de journée. Bah oui, c'est pourquoi la notion de vérité est importante. Il ne faudrait pas la déconstruire. Tout à fait. Par contre, le vrai problème pour moi, le capitalisme, c'est le capitalisme financier. Parce que le boulanger ne soit pas un fonctionnaire, ça ne me dérange pas. Alors, si vous pensez que la France est une démocratie, je crois que vous êtes à 80% dans l'erreur. Parce que notre président de la République actuelle est un des plus grands, mais presque le plus grand, des dirigeants despotiques qui existent dans toute l'Europe. Je suis dur quand je dis ça, mais parce que les informations, tous les médias appartiennent aux mêmes gens, aux mêmes riches. Tout ce qu'on vous balance comme nouvelles, c'est uniquement ce qu'on veut vous faire comprendre, vous faire croire. Si vous voulez la vraie vérité, il faut voir les dissidents sur Internet. Vous en avez quelques-uns qui vous disent la vérité. Mais la majorité des Français sont complètement trompés à leur insu actuellement. Bon, je ne peux pas parler de dire que le président actuel, c'est le plus grand despote, parce que si vous regardez la Corée du Nord, c'est encore une fois autre chose. Et j'ai beaucoup voyagé derrière le rideau de fer dans les années 70, dans l'Union soviétique à l'époque de Brejnev. Je peux vous assurer que c'était très différent. Pour quelqu'un qui dit ce que je viens de dire ce soir, je partirai 20 ans en prison. Pour l'instant, Macron ne va pas me mettre en prison.
Donc, non, mais le vrai problème, c'est le capitalisme financier. Et qu'est-ce que j'ai donné l'exemple de Danone et de Unilever, là, les PDG, mais qu'est-ce qui est arrivé au groupe Total, Shell et British Petroleum? Il y a quelques années, ils ont pris la décision d'investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables. Leur action a un peu baissé par rapport, relative, hein, toujours relative, par rapport au pétrolier américain. Et ce printemps, les marchés financiers ont fait une telle pression sur ces trois groupes européens qu'ils ont dû changer de cap. Donc le vrai problème, c'est tant que les êtres humains cherchent une rentabilité du capital au-delà des 5%, pour des trucs qui ne sont pas très risqués, à mon avis, tant qu'on demande ça, ça ne va pas marcher du tout. Et c'est ça le problème, l'insatiabilité. Dès que quelqu'un devient investisseur, il est même plus content avec 10%, il veut 15%. Et sinon, on change de PDG. Donc ça, c'est un vrai problème. Là-dessus, j'ai tout un chapitre dans mon livre. Là, ça, je ne peux pas vous faire une conférence à part. Vous avez déjà entendu du flash trading? C'est-à-dire qu'il y a des traders de Chicago qui achètent une bourse à New York. Et il y a des gens à New York qui ont des ordinateurs qui ont remarqué que celui-là a demandé une demande d'achat d'actions. Et il a intercepté le message. Il achète vite l'action et le revend 1 centime plus cher. Une millième de seconde après. On devient riche comme ça. C'est rien. Aujourd'hui, il aurait eu des investisseurs qui auraient pu faire beaucoup d'argent si la Grèce avait été déclarée en faillite. Il y a des outils financiers comme les Credit Default Swaps qui vous permettent d'assurer quelque chose que vous ne possédez pas. Et si la Grèce avait fait faillite, mais tous ces gens-là, ils auraient pu encaisser de l'argent. C'est comme si vous pouvez assurer la maison de votre voisin que vous ne possédez pas, et vous l'assurez, vous mettez le feu, et vous encaissez. Ça, c'est des outils de finance. Et des trucs comme ça, il y en a plein dans le système de capitalisme financier. Évidemment, là, ça sera une conférence à part. Et il ne faut pas oublier que c'est notre génération qui a amené la société où elle est aujourd'hui. Par contre, moi, j'ai investi pour isoler ma maison. J'ai mis des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur le toit. Lundi prochain, on va encore mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit à tomates. Et après, on va encore remplacer la chaudière à gaz par une pompe à chaleur qui cherche la chaleur dans la nappe phréatique qui est tout près chez nous. Et après, je serai autonome en énergie. Bon, on pourrait ouvrir aussi le débat des panneaux solaires. Hein? Aujourd'hui, on estime que les panneaux solaires s'amortissent sur 18-19 ans. Ils ont Normalement, les panneaux aujourd'hui, depuis que les cellules dans les panneaux du silicium monocristallin, on est arrivé à couper les tranches beaucoup plus fines depuis quelques années. Donc rien que pour ça, les cristaux de silicium, on arrive à en faire 3 fois plus de panneaux maintenant qu'il y a seulement encore 3-4 ans. Mais donc aujourd'hui, les panneaux solaires, énergétiquement parlant, pas de prix, je ne parle pas argent, hein, je parle énergie. En 2 ans, ils ont produit autant d'énergie qu'il fallait pour les fabriquer. Et sur les panneaux que je vais installer lundi, ils me donnent une garantie de 25 ans avec 90% de rendement au bout de 25 ans. Et au bout de 40 ans, c'est 80% de rendement. Mais 80% de rendement 40 ans, c'est encore long. Ça veut dire qu'avec les panneaux solaires aujourd'hui, vous pouvez sans aucun problème faire investir. Et j'ai une voiture, la prochaine voiture, je voudrais une petite voiture électrique. De préférence, la batterie n'est pas fabriquée en Chine, donc on peut attendre. Et après, je pourrais charger même la voiture avec les panneaux. Donc j'ai regardé l'empreinte carbone, je peux, rien que par ces quelques mesures, je passer de 8 tonnes, je peux passer à 5 tonnes. Ben, il faudrait passer à 2 tonnes, c'est sûr, mais je peux déjà faire beaucoup. Et avec l'alimentation aussi. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on peut faire. Et si on commence à avoir assez de monde qui fait ça,
les politiciens commenceront à changer aussi. Bon, je préfère une démocratie directe à la Suisse qu'une forme de royalisme à la française, ça c'est sûr, parce que j'ai grandi en Suisse. Donc je suis frustré aussi avec M. Macron, hein, je crois vraiment. Mais j'ai quand même trop voyagé derrière le rideau de fer pour dire que non, il y a quand même une grosse différence. Pierre, moi je suis un peu frustré de t'entendre énumérer des solutions techniques. C'est vrai qu'on t'avait aussi invité pour ça, mais est-ce que quelque part c'est dans le contentement même de l'humain qu'il n'y a pas des solutions à chercher et que dans le fond, enfin je veux dire c'est sous-jacent quand tu dis des écoquartiers que dans le fond on cherche le bonheur, on ne cherche pas à posséder. Et je te laisse chercher. Sûrement que tu as la réponse, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a davantage à travailler sur la mentalité même, le sens de la vie, sur tout ce qui fait tourner notre cerveau d'une certaine façon, qui l'oriente d'une manière malsaine. Voilà. Et donc, moi, je souhaiterais t'entendre davantage sur un peu ce sujet qui est non pas apporter des solutions techniques pour les milliers de térawatts, mais plutôt qu'est-ce qui peut déclencher l'envie de bien faire, une envie partagée de bien faire. Mais je crois que les êtres humains cherchent quand même plutôt à avoir des bonnes relations que la plus grosse voiture, en général. Parce que, bon, ils se laissent berner par les pubs, mais qui d'entre vous a déjà vu une fois une annonce de décès de quelqu'un où c'était marqué, il roulait en grosse Audi Q7, il a fait un voyage des croisières au pôle Sud. Et vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait une annonce de décès comme ça? Mais on ne veut pas être retenu comme ça. On veut être retenu comme étant le papy qui était gentil avec les gros petits-enfants. Donc ça montre que rien que par là, que normalement, si l'être humain ne se laisse pas berner, il a envie d'être valorisé par les relations, par les bonnes relations. Et c'est quand même ça qu'il faudrait voir, qu'on travaille pour avoir des bonnes relations, des relations de paix. Et j'ai fait des conférences dont le pardon est central. Parce que c'est comment voulez-vous partager quelque chose avec un voisin que vous ne pouvez plus voir? Évidemment. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte que le pardon, ce n'est pas un machin religieux. Avant tout, c'est une libération. Admettons, je vous fais quelque chose de mal. Et après, ça vous blesse. Quelque chose de vraiment injuste. Hein? Et tous les matins, quand vous vous réveillez, vous pensez à moi. Ah, ce salaud. Mais vous n'êtes pas libre. C'est encore moi, le salaud, qui domine vous quand vous vous réveillez le matin. Le pardon, c'est une libération. On ne se rend pas compte. Il y a une justice restaurative dont j'ai déjà fait des conférences. Donc ça, c'est un des paramètres. Il faut ressentir le pardon comme une libération. Ça, c'est un des points que je développe dans le livre pour avoir des meilleures relations et qu'on puisse mettre en pratique ce que je vous ai dit. J'ai un fils qui habite dans une maison individuelle, dans une impasse, et il a 4 maisons dans l'impasse. Et une fois qu'il a compris le problème là, que je vous ai présenté, il a dit, papa, viens voir à la fenêtre. Regarde là, on est 4 familles, on a 8 voitures. 4 familles, 8 voitures. Je connais tous les gens là. Je connais leurs horaires de travail, je connais ce qu'ils font. En réalité, si on avait 3 voitures ensemble, plus quelques vélos électriques, ce serait parfait. On pourrait faire toute la même chose que jusqu'à présent. Donc, ça c'est une autre façon. Je ne peux pas plus isoler la maison, mais quand les voitures électriques vont devenir tellement chères, ben on pourrait toujours mettre le feu aux Champs-Élysées, ils ne devront pas moins cher pour autant. Donc, le pardon,
la manière de comment apprendre à vivre ensemble, et sur ça c'est très important, qu'on voit dans l'autre pas un mécanisme, comme disait Harry Reid, de pièces mécaniques programmées par d'autres, mais que je vois dans l'autre une créature créée à l'image de Dieu. Si je vois dans toute ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur responsable de bureau d'études, j'ai toujours essayé d'avoir la même attitude avec les femmes de ménage qu'avec le PDG du groupe. Toujours. Et ça fait que le PDG du groupe, il m'a invité dans des bons restaurants, ce qu'il n'a jamais fait avec d'autres qui avaient tout, comme ça, essayer de montrer combien il le respecte. Moi, je le respectais comme une créature créée à l'image de Dieu. J'étais poli, mais pas plus poli qu'avec une femme de ménage. Et ça, c'est nécessaire pour qu'on puisse bien vivre ensemble et mettre en pratique quelques points. Quel est le déclic qui peut en fait amorcer cette société de confiance que je vois entre les lignes dans tout ce que tu dis? Quel est le déclic? Comment commencer à Bourg-Bruche une société de confiance qui change, on a dit même dans le tract, qui peut changer notre façon de voir? Mais je vous ai suggéré de regarder les matchs de rugby ensemble. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. J'ai un neveu qui habite dans un de ces quartiers. Mais tous les matchs de la Coupe du Monde de foot, ils ont regardé ensemble. Ils avaient une salle comme ça. Et ceux qui voulaient regarder ont fait ça. Ça, c'est un départ. Et après, si le voisin que vous supportez pas, qui vous énerve, mais je vous recommande, puisqu'ici on peut le faire alors que dans le Stade de France c'est interdit, offrez-lui une bière. Vous savez, ma fille qui est à Toulouse, quand elle a compris le problème, elle dit, oui, il faudrait quand même que dans le quartier, on fasse des meilleures relations. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des petits gâteaux de Noël. Elle a amené son petit garçon, son mari, et allait donner des petits gâteaux dans les maisons des voisins. Les gens étaient en larmes. Pas tous, mais plusieurs. Qu'un jeune couple qui vient d'arriver vient pour leur souhaiter bon Noël avec des petits gâteaux qu'ils ont fait eux-mêmes avec l'enfant qui avait à l'époque 2 ans. C'est une autre façon de faire. Ben, tout à fait. C'est exactement. C'est très bien. Les fêtes de voisins, c'est un bon départ. Mais après, il faut encore qu'on comprenne le problème et les solutions techniques. Tant qu'on ne comprend pas les solutions ni les problèmes techniques, c'est plus difficile. Mais de toute façon, notre génération, là maintenant, évidemment, vous n'allez pas partager l'aspirateur. Ça, je comprends bien. Mais peut-être quand les batteries vont devenir tellement chères que tout le monde ne pourrait plus acheter une voiture, mais là, ça va peut-être se poser la question. Oui, ça c'est ce que vous appelez là, c'est choisir la sobriété matérielle. La balayette à la place de l'aspirateur. Moi, ce que je vois, parce que bon, je pense que tu vas présenter ton livre aussi, mais ce que je vois, c'est que si on veut avancer dans le sens des 2000 watts, eh ben, on sera obligé d'en mettre en bas. C'est-à-dire notre petit confort, il va en prendre un coup. Et ça, est-ce que tout le monde est prêt à le faire, ça? Enfin bon, j'ai lu une grande partie de ton livre et puis je me suis dit, purée, qui c'est qui va arriver à faire ça? Donc, moi, chacun d'entre nous doit déjà commencer par là. Et après, ça, c'est quelque chose qui se contamine après. Et c'est comme ça que je le vois. Et je répète mon offre. J'ai encore un vieux ampli et 2 haut-parleurs que je vous offre si vous voulez faire regarder des matchs ensemble. Ou autre chose, un film. Pourquoi pas un film? Si quelqu'un d'entre vous a trouvé un film vraiment super, mais qu'il informe, je ne sais pas comment, et vous regardez le film ensemble. Plutôt que chacun sur Netflix tout seul. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. J'ai l'impression que les petits gestes que nous on peut faire, c'est dérisoire par rapport au gaspillage des plus riches. Ces quantités,
Et tous ces riches qui voyagent dans des jets privés, et nous, on ne doit pas faire au gaspillage. Oui, c'est sûr, il y a des riches qui émettent 200 tonnes de carbone par an, hein. Et le Français moyen, je crois, il a 9 tonnes. Et 9 tonnes, c'est beaucoup. Mais c'est sûr, si on se compare à ceux qui font beaucoup plus, mais c'est pourquoi j'ai dit, de mon point de vue, moi, je me sens responsable devant mon créateur. Ce que fait le Chinois ou le plus riche, à la limite, pour moi, ça compte pas. Moi, j'ai des petits-enfants, 5, bientôt 6. Je fais ce que je peux pour qu'en 2100, ils puissent encore bien vivre. Je ne peux pas faire plus que ce que je peux, et je fais ce que je peux. Et si on fait des choses ensemble, on est moins déprimé. Le vivre ensemble. On revient toujours à ça. Hein. Voilà, il y a encore des questions? Du coup, moi, je viens de... Je pense que je dois être le plus jeune d'ici. Je sais pas. Ouais, je viens de Lingolsheim, du coup à la ville, là où il fait chaud, quoi. Et là où il y a vraiment l'effet de serre. Et du coup, on a construit une maison à Schirmeck, en 2020, comme vous avez montré. On était dans un écoquartier à Lingo. Du coup, ma question, est-ce qu'on a fait le bon choix? Je ne connais pas la qualité d'habitation de votre écoquartier, mais de toute façon, je pense qu'il ne va pas être possible à la campagne de descendre à 2000 watts. Je pense qu'il y aura toujours un léger décalage entre la ruralité qui consomme un peu plus actuellement. Par contre, le jour où on ne saura plus comment entretenir nos routes, vous voyez le nombre de camions qu'il y a pour alimenter Paris. Comment est-ce qu'on va alimenter Paris quand on ne savait plus comment entretenir les routes? Dans ce cas, évidemment, je préfère habiter ici, plus près des paysans, hein, ou d'une laitière là, que j'ai vue. Donc, si on regarde à très courte vue, peut-être votre empreinte carbone risque d'être un peu plus élevée. Si jamais votre écoquartier était un très bon écoquartier, ce qu'il faut savoir. Non. Donc, si votre écoquartier était RT 2012 et vous faites maintenant une maison RT 2020, vous avez fait le bon choix. Juste ajouter quelque chose par rapport au jet privé ou dans l'idée, je comprends. Mais je pense que pour éviter d'être éternellement frustré, c'est assez gratifiant et assez vivant de pouvoir, à notre niveau, faire quelque chose. Là, parce qu'on parle de deux choses, de vivre ensemble, les relations sociales, et aussi faire attention donc à ce qu'on parle au niveau de la consommation et tout ce qu'on a parlé. Et donc, au lieu d'avoir ces frustrations, de dire que c'est l'autre qui doit faire, qui peut faire, parce que ça nous dépasse. Un jet privé pour 2 personnes, et voilà, ça me dépasse, mais au lieu d'être frustré par rapport à ça, je dis qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à mon voisin. C'est vrai que c'est très bien que je vous rejoins, je comprends ce que vous dites, je ne veux pas vous, mais de pouvoir aider un voisin, prêter quelque chose à un voisin, être pas se dire oui, ça doit être les assistants sociaux qui doivent s'occuper, et elles font un très grand travail et c'est important, mais de pouvoir commencer nous-mêmes à agir, vous savez. Sinon, ça soit cet organisme qui doit s'en occuper, c'est l'État qui doit faire, c'est d'abord les Chinois qui doivent polluer en moins et le jet privé, ça, c'est cela. Et voilà. Et donc, si nous-mêmes, on a un potentiel énorme, chacun à notre porte. Je suis animé par ce qu'a dit notre ami ce soir, par rapport
valeurs qu'on peut avoir, dans lesquelles on peut s'imprégner. Bon, j'ai choisi aussi mon Sauveur et mon Seigneur qui me dicte ça. Donc, et je fais ce que je peux dans ce sens-là. Et c'est vrai que celui qui a dit, qui a tourné, qui a falsifié le beau jardin, il a dit, c'est vrai que vous avez le droit de rien faire. Et en fait, c'est aussi celui qui nous animerait à dire, ah oui, c'est vrai que l'autre, il devrait tout faire, ainsi de suite. Et donc, de pouvoir replacer les choses dans le sens et de dire, voilà, non. Parce qu'en fait, celui qui a dit, vous avez le droit de rien faire, en fait, c'était un menteur. C'est lui qui ramène le mensonge. Et donc, nous-mêmes, on peut aussi remettre les choses à la place. Aussi avec ce livre qu'a présenté notre ami ce soir. Alors, le livre, il parlait de la Bible. Mais là, tu as écrit un livre. Ça, c'est un autre livre. On peut conclure. Alors, on va conclure et Pierre va nous présenter son livre quand même. Je vous ai parlé, hein, ce que je vous ai dit, c'est à peu près un tout petit résumé de la moitié du livre. J'aurais bien voulu parler un peu plus des relations entre ruralité et métropole. Parce qu'il y a un énorme problème depuis 5000 ans. Et le chapitre le plus long du livre, c'est sur ce sujet. Mais je ne vous ai pas parlé ce soir du tout, parce que sinon, ça dure encore une fois 1 heure. Mais vous le trouvez, le dernier chapitre là-dedans, c'est ça. Et sinon, vous pouvez regarder mon site internet. Tous les calculs et tout, c'est mis à disposition dans des tableaux Excel et autre chose. Voilà, donc si vous n'avez pas osé parler au micro, vous pouvez encore lui parler un petit peu après. On va vous servir un petit coup à boire parce qu'il a fait chaud. Hein. Et puis vous pourrez encore un petit peu partager vos idées. Et puis, en tous les cas, merci à Pierre d'être venu de Lunéville. Hein, et ceci bénévolement. Hein. Et ça, on te remercie chaleureusement.